une partie du 17e arrondissement et une partie du 18e. C'est balayé de quartier des Batignolles jusqu'aux Épinettes et au nord, à l'arrière de la basilique Montmartre. C'est un quartier bobo Pas forcément. Les Batignolles, c'est un quartier extrêmement bourgeois. Et puis on va remonter vers le 18e arrondissement, plus le quartier effectivement est mélangé, avec beaucoup de catégories socio-professionnelles différentes, d'horizons divers, de cultes divers. Donc il y a vraiment, j'allais dire, une grande mixité dans ce quartier 17e, 18e. Les circonscriptions ont été remaniées, je crois, en 2012. Elle n'avait pas bougé depuis 1958, donc je pense qu'il doit y avoir des découpages qui échappent aux novices que nous sommes en politique pour avoir été investis par Civitas. C'est un quartier que vous connaissez bien ? Comme je suis née à Paris, je connais, j'allais dire, pratiquement tous les arrondissements. Le 17e et le 18e, oui, j'y ai été souvent, je le connais bien. C'est pas le quartier où j'habite, mais c'est le quartier où Civitas a décidé de me présenter. D'accord. Alors, pouvez-vous nous dire qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie, à part vous présenter aux élections ? Alors, je suis parisienne, formée en droit, et en fait, j'ai tout de suite été expatriée très jeune en Afrique noire, à Bamako, un pays qui sortait de la décolonisation, donc qui accédait à l'indépendance. J'étais adolescente, il n'y avait rien, pas de télévision, pas de radio, on se contentait de peu. On avait des bibliothèques, on était dans une communauté française qui restait tout à fait identitaire. Et puis je suis rentrée en France, j'ai été étudiante en droit, je me suis confrontée frottée à beaucoup de milieux professionnels et j'ai constaté que le travail aujourd'hui subissait des influences néfastes. C'était bien sûr devenu une marchandise dénuée de réel professionnalisme et au jour d'aujourd'hui un paramètre tout à fait ajusté par des forces économiques qui nous dépassent. Le monde du travail, il faudrait le resituer dans la société, comme dirait Jean-Paul II, réaccorder un nouveau regard sur le travail et la dignité en tant que telle qui l'autorise. Quand on a un travail, on a une dignité. Quand on n'a pas de travail, on va perdre cette dignité. Et c'est vraiment le problème de la société française aujourd'hui, de la civilisation française ensuite, parce que quand on perd sa dignité, on perd son identité, on perd sa souveraineté ou sa possibilité de défendre une certaine souveraineté française. Oui. Depuis les années 90, plus rien n'est dit sur le chômage. On parle de chiffres, on les comptabilise autrement, on va même dire avec M. Macron qu'il suffira de travailler 1 heure par mois pour ne plus être inscrit à Pôle emploi. Donc en fait, on est dans une comptabilité extrêmement piégée et compliquée. Tout le monde a droit à un travail, c'est dans la Constitution ou en tout cas dans ses préambules. Donc oublier ce devoir quand on est chef d'État, c'est quand même un problème de civilisation ou d'identité française. On doit absolument fournir à quelques citoyens, qu'ils soient français, un travail. C'est une dignité, c'est une façon de partager une vie sociale, de pouvoir construire quelque chose et non pas d'être toujours assisté sans avoir un sens donné à son existence. Oui. Oui, là vous attaquez clairement le programme de M. Hamon, qu'on a renvoyé dans les... Le programme de beaucoup de partis politiques, puisqu'on ne parle plus vraiment des chiffres de chômage, on les comptabilise différemment. On ne parle plus non plus de baisse d'impôts qui permettrait d'alléger les charges des entreprises. On a des programmes extrêmement flous sur lesquels... chacun est appelé à apporter sa pierre en termes de chiffres ou de paramètres abstraits, sans tenir compte vraiment d'une volonté nationale française. Oui. Alors, si vous êtes élu à l'Assemblée nationale, quelle sera votre principale activité ? Ma principale activité sera de rejoindre le programme de Civitas, dont le premier principe est de renégocier la loi de séparation entre l'Église et l'État français. En France, on compte, je ne pense pas me tromper, en me référant à certains ouvrages, 43 millions de baptisés catholiques. Donc on ne peut pas dire que le catholicisme est une
petites choses qu'il faudrait d'un seul coup flouter dans des discours publicitaires de marketing politique. Donc ma réelle tâche, c'est de renégocier ces rapports entre l'État et l'Église catholique. Nous avons le pape à Rome qui a bien demandé que pour toute personne de confession catholique, ce n'est pas du prosélytisme, c'est un aspect de l'existence, un sens à son existence, puisse s'engager dans la vie politique, et ceci pour l'intérêt général. Ce n'est pas un intérêt particulier que je défends, c'est renégocier, revoir un petit peu les bases d'un État français qui pour le moment est éparpillé de toutes parts, avec une crise mondialiste, avec une ouverture vers l'extérieur qui est quand même tout à fait surprenante. On est une nation ou un peuple qui a peut-être pas 2000 ans mais pas loin d'histoire, et on ne peut pas d'un seul coup depuis le 7 mai 2017 dire l'histoire commence aujourd'hui. Ça n'est pas possible. On a un passé, on en est fier, on doit pouvoir le vivre au présent et le projeter dans l'avenir de la manière la plus concrète, la plus cohérente, la plus légitime par rapport à une identité, une souveraineté française. Par conséquent, effectivement, la France n'a pas à recevoir des instructions européennes. Elle peut, à la limite, suivre certains principes qui peuvent compléter ces grands principes, grands chapitres, grands blocs de constitutionnalité française. Mais on ne peut pas tout abandonner d'un seul coup depuis mai 2017 en disant ça y est, on est ouvert, le monde est là, allons-y, jetons-nous à corps perdu dans le monde qui a toujours existé et qui n'est qu'une échappatoire pour ne pas faire face aux responsabilités qu'un chef d'État devrait avoir. Vaste programme. Vaste programme. Mais en tout cas, la première pierre de ce programme, c'est effectivement renégocier les accords, on appelle ça un concordat, les relations entre l'État et la religion catholique en France, puisqu'on ne peut pas faire abstraction de 43 millions de baptisés catholiques. Donc, pas franchement partisane de la laïcité ou du laïcisme. La laïcité, pour moi, c'est une religion. On va détruire la vie, des nouveau-nés dès leur conception par l'interruption volontaire de grossesse. Il aurait mieux valu m'aménager la vie d'une femme qui effectivement est enceinte plutôt que de lui dire de supprimer une existence. Il en est de même à la fin de l'existence par l'euthanasie. Il peut y avoir des parcours compliqués et médicaux sans acharnement, mais à partir du moment où c'est un petit caprice, on décide du jour au lendemain de s'euthanasier, ça me paraît inquiétant comme démarche. Si on aime la vie, si on aime la vie sur Terre, si on est un chrétien sans le projeter dans tous les actes de sa vie, mais en tout cas l'avoir comme une conscience personnelle importante, donner un sens à sa vie et par conséquent donner un sens à l'État. Et l'État, c'est eh bien justement donner un travail à chacun, se préoccuper des plus faibles et quant aux forts, eh bien pouvoir les suivre et vérifier quand même leur force quand elle s'avère être un peu en contradiction avec une souveraineté ou une identité. En l'occurrence, les forts, pour le moment, viennent de l'extérieur, ils ne sont pas français. Oui. D'où une perte de valeur, je pense, pour beaucoup de personnes. Vous nous disiez tout à l'heure que vous voyez monter le mouvement mondialiste dans les aspects juridiques depuis un certain nombre d'années. Qu'en est-il exactement ? On a l'impression que le fameux principe de séparation des pouvoirs de Montesquieu est un petit peu oublié pour des bras forts sur un plan financier et juridique qui émettent des textes sans finalement passer par aucune assemblée, ou alors ça va être une vaste comédie médiatique, mais les textes sont déjà là et ils ne sont pas du tout préparés par le pouvoir législatif ou par le pouvoir du peuple en tant que tel, qui a son mot à dire. Oui. On a un exécutif extrêmement fort qui détient l'échiquier de l'État et qui décide tout seul, l'Assemblée n'étant qu'une assemblée de réflexion, de statistiques, on peut poser une question et faire répondre de la manière dont on voudrait que la réponse soit donnée. Donc voilà, on est un petit peu dans la manipulation, dans le flou, et quelque chose qui peut être dangereux pour le sens de l'individu au sein d'une société. Oui. Et vous pensez qu'il faut être présent pour faire valoir cette façon de voir? Bon, en tout cas, pour le programme de Civitas, oui, c'est, comme je vous l'ai dit, renégocier le catholicisme comme religion d'État, s'opposer à certains textes comme l'interruption volontaire de grossesse ou la loi Taubira. Il existait le Pax et il y a le mariage. Ces deux
deux organisations différentes sur un plan juridique. On peut pas faire la même chose pour tout le monde. L'égalité, c'est un principe, ça n'est pas quelque chose qui s'applique à tout. Ça n'est qu'une philosophie, on va dire. La nature est diverse et les diversités font la richesse. Si on commence à gérer chaque problème de la même manière avec les mêmes textes, on va finir avec quelque chose de très, très bizarre. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire ? Non, mais qu'on est content de savoir qu'un jeune parti comme Civitas, qui existe depuis 1 an seulement, met petit à petit en place un programme avec quelques candidats et on espère pouvoir faire entendre notre voix au niveau local, au niveau territorial. C'est la France que nous connaissons, des 36 000 villages et leurs clochers, et faire entendre nos petites voix partout. Merci et bon courage. Merci beaucoup.